Bonjour à toutes et à tous, et on a le plaisir avec Manon de modérer cette session qui est importante, puisque dans l'attractivité hospitalo-universitaire, la recherche biomédicale joue un rôle absolument déterminant, et comme l'ont dit nos deux ministres, avec des mesures d'attractivité qui sont en cours. Donc la présentation, la session va être séparée en 3 parties. Une première partie sur attractivité de la recherche, une seconde sur l'évaluation de la recherche et la troisième sur le modèle demain de la recherche clinique. Donc chaque section aura 3 orateurs. Donc on propose aux orateurs de s'exprimer pendant environ une dizaine de minutes pour garder un temps d'interaction avec la salle. Alors sur la première partie, il était prévu que ce soit donc Didier Samuel, Valérie Hugo et Monsieur Revel, mais c'est Monsieur Revel qui va intervenir. C'est Didier Samuel. Donc Didier, tu as la parole pour un peu plus d'une dizaine de minutes et on te coupera la parole si tu es trop long. J'ai des diapositives. Si je peux avoir mes diapositives, s'il vous plaît. On m'avait dit 15 minutes, donc bon. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux d'être ici. Et donc, comme vous le savez, en tant qu'aussi ancien doyen, et c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et c'est un sujet, bien sûr, très important. Donc, comment essayer d'optimiser l'excellence de la recherche. Donc, je vais revoir quelques points et je vais aller assez vite. Je voudrais m'attarder juste sur ce point et donc montrer cet exemple de la lutte contre le virus d'hépatite C que j'aime bien et que je connais bien. À la gauche, c'est Harvey Alter qui avait participé à la découverte du VHB et qui a fait au NIH des collections de sérums de patients qui avaient des hépatites non anombées et qui étaient essentiellement post-transfusionnels et qui a permis, qui a montré que le sang était infectieux en transmettant à des chimpanzés. Et ces collections ces biobanques, donc ont été essentielles. Michael Hulton, il dirigeait une équipe dans un laboratoire qui, à partir de centaines de sérums d'hépatite non anombée, bien caractérisés par les cliniciens, a recherché par biologie moléculaire le virus et il a pu identifier le fameux virus d'hépatite C, mettre au point l'anticorps qui a permis de détecter le virus d'hépatite C chez les donneurs et de sang et d'éviter la transmission de la maladie par les transfusions sanguines. Charles Rice est un virologue fondamental qui a pu tester des tas de modèles animaux, dont chimpanzés, et qui a pu déterminer un modèle de replication du virus et comprendre aussi comment se repliquait le virus. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques semaines. Et puis, grâce à ces travaux, on a pu identifier les cibles thérapeutiques à la protéine, notamment NS5B, non structurale 5B, qui a permis derrière de fabriquer l'anticorps anti-NS5B, le sofosbuvir, et vous voyez ici l'effondrement de la charge virale. Et seulement 5 ans après, il n'y a quasiment plus de virus d'hépatite C en France. Donc vous voyez que cette recherche, pour arriver à ça, elle est pluripartenariale. Et ici, plus récemment, vous voyez ici, c'est un travail qui a été fait par des équipes de l'HEGP sur le rétrécissement aortique. Et de façon intéressante, l'équipe clinique a travaillé, donc c'est une chaîne européenne, c'est plusieurs équipes européennes, donc c'est déjà un travail multicentrique européen, qui s'est associé aussi à une équipe de l'INSERM et de l'SPCI de physiciens, l'équipe de Michael Canter, qui travaille sur les ultrasons en imagerie, mais aussi en thérapeutique, l'imagerie très fine jusqu'à la cellule, et en thérapeutique maintenant, est capable de fabriquer une machine qui casse l'athérome et le calcaire qui est dans les valves et permettant de faire du non-invasif. Et vous voyez ici donc l'importance aussi de ce qu'on voit maintenant en biomédical, c'est-à-dire de plus en plus de transdisciplinaire. Alors l'INSERM dans tout ça, donc, et la structuration de la recherche, elle est faite aussi à travers les unités mixtes de recherche qui sont, je le rappelle, toujours mixtes avec une université. Vous voyez que Paris et l'Île-de-France représentent la moitié des UMR en France, mais vous voyez une répartition sur l'ensemble du territoire.
Et puis vous voyez aussi que ces UMR, ces unités de service, les CIC avec les CHU sont majoritairement quand même présents dans une quinzaine d'universités, comme vous pouvez le voir ici, la représentation. Donc il y a quand même une structuration des forces de recherche. Alors la recherche, c'est un tout, ça a été dit par les ministres, et c'est un tout qui va de la recherche fondamentale, à travers notamment les unités de recherche, mais pas seulement, mais aussi avec les infrastructures de recherche, en allant jusqu'aux études précliniques, aux études cliniques, et à l'aide aussi des centres de recherche clinique et des cohortes. Et puis ça va aussi jusqu'aux médicaments. Et la possibilité ici, ce sont des chiffres d'Inserm Transfer qui montrent qu'on commence maintenant, après 20 ans d'efforts, à avoir des médicaments qui sortent de start-up développés par des chercheurs académiques. Et ce travail entre l'académique et le privé est quelque chose de nouveau et qu'on doit continuer à développer. Alors, comme l'a dit la ministre, on peut se lamenter sur, en effet, le fait qu'il y a eu un déclin de la recherche. On peut aussi dire qu'il y a eu un sous-investissement en recherche, c'est vrai. Et il y a eu une baisse des financements, notamment de l'INSERM, mais pas seulement. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu un réinvestissement ces dernières années avec la loi de programmation de la recherche, qui a permis une revalorisation des carrières, une augmentation du budget des organismes de recherche via des contrats d'objectifs, création d'emplois, la création des chaires professeurs juniors pour les universités et pour les organismes de recherche, et puis aussi, je ne l'ai pas mis, mais l'augmentation du budget de l'ANR. Je ne sais pas si vous le savez, mais les taux de succès à l'ANR étaient descendus à 9%. Donc les chercheurs se cassaient les dents pour avoir des budgets ANR. Actuellement, on est à 23%, avec une augmentation significative du budget et aussi un préciput pour les labos plus important. Enfin, France Santé 2030 a amené de l'argent aussi sur des différents sujets, et tous ne sont pas listés ici, mais vous avez entendu parler bien sûr des IHU, des RHU, des bioclusters, France Cohorte, les biobanques, et récemment aussi les chaires d'excellence santé, où il y a 80 millions d'euros pour des chaires d'excellence santé, et puis a été créée l'Agence Innovation en Santé pour essayer d'accélérer l'innovation. Alors, les instituts hospitalo-universitaires, il y en avait 7 entre vague 1 et vague 2, et vous voyez ici la répartition sur la troisième vague. Donc il y en a eu 12 de plus. Et ce qui est par contre très nouveau, c'est la création de bioclusters, des bioclusters qui veulent donc essayer de développer le partenariat public-privé et la valorisation de la recherche académique vers le privé. L'exemple que je vous ai montré sur le virus d'hépatite C, c'est 100% de la recherche était académique, la France était très bien placée, mais tous les médicaments sont américains. Et donc il faut qu'on arrive à valoriser mieux notre recherche académique. Alors, un outil qui a, je dirais, été très apprécié, c'est les réseaux hospitalo-universitaires. Il y en a maintenant 74 qui sont labellisés, donc vous voyez la répartition. Il y en a une quarantaine sur la région parisienne, mais vous voyez que dans toute la France et dans toutes les régions, il y a des RHU qui ont été labellisés, et la dernière vague de 14 RHU a été publiée la semaine dernière. Enfin, je voudrais dire aussi l'importance aussi, à mes yeux, de l'ouverture vers l'Europe, vers l'international bien sûr, mais vers l'Europe. Nos chercheurs, nos chercheuses, nos HU vont assez peu vers l'Europe, et il est très important maintenant de se frotter à l'Europe. Il ne faut pas se contenter des budgets ANR. On pourrait dire on a suffisamment maintenant, mais c'est aussi un moyen de se mesurer à la compétition internationale et aussi de défendre la recherche française et à son meilleur niveau. Donc je n'ai pas le temps de vous montrer, mais clairement, l'analyse montre que la recherche, les grands Européens sont insuffisants. On y va moins que des pays comme l'Espagne ou l'Italie. On a des taux, quand on soumet, on a des taux de succès qui sont assez bons, mais par contre, le taux de soumission et le taux de coordination, c'est-à-dire être leader d'un projet, sont assez faibles. Et donc, il est absolument essentiel, et c'est une mission que doit avoir l'INSERM, mais que doivent avoir aussi les universités, les facultés, les hôpitaux, pour essayer de pousser, d'aider à aller vers des projets européens. Il y a actuellement des pôles Europe qui se constituent pour accompagner les chercheurs, pour aller vers les ERC, les European Research Council Grants, les appels d'offres Horizon Europe.
Ça nécessite une proactivité, c'est-à-dire aussi dépister les chercheurs et les chercheuses qui sont capables de soumettre des projets de cette ampleur, les aider à monter des projets grâce à des pôles Europe qui peuvent être pluripartenaires, universités, CHU, INSERM ou CNRS. Il y a les ASDESR qui sont des plans aussi qui ont été donnés aux universités. Et aussi, il faut prévoir une gestion de ces projets qui sont assez complexes. Alors, l'évaluation aussi de la recherche, c'est un point important. À l'INSERM, c'est à travers des commissions scientifiques spécialisées que vous voyez listées ici, et aussi le conseil scientifique. Je n'ai pas le temps de détailler, mais les experts viennent de tous les mondes, non seulement INSERM, mais CNRS, hospitalo-universitaires. Donc, ce sont les experts des commissions spécialisées. Et l'évaluation des structures de recherche se fait lors des plans quinquennaux. Elle est pour moi absolument indispensable. Les gens râlent parce qu'il y a une évaluation, mais cette évaluation, c'est aussi le moyen, le moment de se remettre en question, de réfléchir à la stratégie. Cependant, l'évaluation, elle doit être simplifiée significativement, ça a été dit tout à l'heure, parce qu'en effet, derrière cette évaluation, il y a la qualité, le label que l'on donne, mais il y a aussi la nécessité aussi que le chercheur ne soit pas embolisé par cette évaluation. Donc c'est un point qui est absolument essentiel. Cette évaluation, elle va pour les chercheurs aussi, et donc le recrutement des chercheurs, les promotions des chercheurs. Et ce qui est nouveau aussi, c'est la possibilité aussi maintenant d'avoir des directeurs de recherche qui sont recrutés directement. Il n'y en a encore pas beaucoup à l'INSERM, mais il n'y a pas beaucoup de candidats non plus, donc il n'y a que 4. Ce qui est nouveau aussi, ce dont j'ai voulu qu'on s'empare, c'est les chaires professeurs juniors, qui sont financés par la loi de programmation de la recherche. Je rappelle que ce sont des créations d'emplois. Derrière, il y a des postes soit de PU pour les universités, soit de transformation du poste en directeur de recherche de classe 2 pour les organismes de recherche. L'INSERM en a 10 par an. C'est de recrutement souvent de chercheurs qui reviennent de l'étranger, donc on réattire avec un welcome package qui n'est pas encore énorme, qui est 200 kg €, mais derrière, nous, INSERM, on peut amplifier ce welcome package. Les programmes à type avenir, qui sont 10 par an et 10 pour le CNRS, et puis les chaires d'excellence qui viennent qui sont actuellement dans France 2030, avec 2 à 3 millions par chaire. Le point aussi, c'est l'attractivité. Ça a été dit que le métier de chercheur, il y a très peu de médecins maintenant qui sont qui sont chercheurs INSERM, et contrairement à un certain nombre antérieurement qui avaient des postes de CR ou de DR avant d'être MCU ou PU. La LPR a permis de redonner des primes, de redonner des revalorisations salariales significatives et de permettre de redonner de l'attractivité au métier. Mais le salaire, c'est pas tout, et il faudra donc, aussi que et derrière, il y a aussi le temps recherche. Alors, je voudrais m'arrêter deux minutes sur ce point. Il y a eu dans le passé les contrats d'interface. Ces contrats d'interface, et on a eu jusqu'à 300-350 par an, c'était essentiellement médecin vers recherche, mais aussi recherche vers hôpital. Vous voyez que les postes d'accueil INSERM, il y en a 24 par an. Les contrats d'interface, il n'y en a plus que 12 par an. Temps protégé recherche médicale, c'est assez faible. Et donc, je pense que là, il y a un vrai sujet. On a parlé de contractualisation, mais la recherche, ce n'est pas seulement mettre de l'argent dans les unités, c'est aussi redonner du temps aux chercheurs et de l'attractivité au métier de la recherche. Et c'est là qui est, je pense, un des nœuds. Et c'est juste, si ça vous intéresse, c'est le programme Clinical Scientist qui est développé à Berlin. Ils ont plusieurs centaines de jeunes qui, pendant leurs études, pendant leur formation, pendant leur clinica ou plus tard, donc sont financés pour avoir un temps recherche qui va de 20% à 50% et qui est complètement financé par le Berlin Institute of Health. Alors, la place de la recherche en CHU, il y a une nécessité de renforcer le triangle INSERM, Université, CHU. Il est important que chacun comprenne l'importance de la recherche de l'autre, fondamentale, clinique, translationnelle. La recherche clinique, ce n'est pas seulement les essais, c'est aussi la recherche sur le patient, la recherche physiopathogénique. Il y a eu un sous-investissement chronique, dans les hôpitaux, et ça change seulement récemment, avec un financement centré essentiellement sur les mairies, et qui doit maintenant, on doit se transformer pour les CHU vers un réinvestissement direct. Nous avons des sujets communs majeurs, les biobanques,
les plateformes, les établissements de santé, les cohortes. Et comme je l'ai dit, le temps recherche doit maintenant être, et enseignement doit maintenant être respecté. C'est absolument essentiel, comme cela a été dit, pour la qualité de notre recherche. On ne fait pas de recherche la nuit uniquement. Et l'élément nouveau aussi, c'est les programmes nationaux de recherche, les PEPR. C'est un nouveau concept qui a été développé dans France Santé 2030 il y a seulement 2 ans. Vous voyez ici un certain nombre de thématiques sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, mais c'est 60 à 80 millions sur 5 ans, et vous voyez qu'on les coordonne avec d'autres organismes. Et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le nouveau paysage de la recherche. Pour l'INSERM, une nouvelle mission nous est confiée, celle d'agence de programme de recherche en santé, avec un rôle, en plus de celui d'opérateur, de coordination et de pilotage stratégique de la recherche, avec en parallèle la disparition d'Avicen, la nécessité d'une gouvernance partagée, comme ça a été dit, avec les CHU, les CLCC, le CNCR, les ONR, les universités, mais aussi l'intégration des associations de patients et peut-être des industriels. Ça nécessite une priorisation, une mise en route de programmes nationaux de recherche, la rénovation de l'INSERM dans ses 2 rôles, opérateur et agence de programme. Mais aussi un travail au niveau des sites sur lesquels la mission d'Anne-Marie Armenteras et Emmanuel Toulon-de-Lara est en cours, qui va nécessiter aussi de bien préciser aussi le travail sur les sites. Donc pour conclure, optimiser la recherche, c'est construire l'avenir de notre médecine. C'est un impératif aussi de souveraineté nationale. Il est important de réinvestir, redonner de l'attractivité par la valorisation des carrières, mais aussi redonner du temps recherche au HU et au H. Le welcome package et l'environnement de travail sont aussi importants que le salaire. Il faut définir une stratégie nationale de recherche, une ouverture à l'Europe, une bonne évaluation pour soutenir la qualité et aussi une coopération rénovée entre l'ensemble des acteurs qui sont listés ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Didier. Avec la permission du professeur Valérie Hugo, on va écouter Nicolas Revel, le directeur général de l'AP-HP, qui a une contrainte importante dans son emploi du temps et qui veut nous donner le point de vue du directeur. On m'a demandé de donner le point de vue du directeur. Sur une question qui est ainsi formulée, comment rendre la recherche attractive? Et donc, réfléchissant au pied de la lettre à cette question, j'avoue que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'en réalité, dans nos CHU, la recherche est attractive. Je crois que nos médecins viennent exercer dans nos CHU, c'était vrai hier et c'est plus que jamais vrai aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir évidemment y faire de la médecine, mais qu'ils vont pouvoir aussi y faire de la recherche, et que la recherche n'est pas le supplément d'âme, ça n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est un élément fondamental du choix qu'ils font de choisir nos structures pour y faire, entre guillemets, carrière. De ce point de vue-là, la recherche est quelque part dans le quotidien même des équipes. Et au-delà même des seuls hospitalo-universitaires, je voudrais juste en prendre 2 illustrations à partir de 2 chiffres tirés de ce qu'est la réalité de la PHP. La PHP, c'est à peu près 800 services, je ne compte pas les unités fonctionnelles. En moyenne, je dis bien en moyenne, il y a évidemment de grandes disparités. Dans un service, il y a à peu près 8 centres ouverts pour des études en cours d'inclusion. 8 centres par service, dont la moitié sont à promotion à PHP et l'autre moitié sont à promotion académique ou industrielle. Ce qui d'ailleurs conduit au fait que 90% des inclusions que nous faisons dans nos essais sont évidemment des patients qui sont soignés à la paix. Un deuxième chiffre, je trouve plus significatif encore, la PHP, c'est 12 000 médecins de tout statut. C'est aussi 10 000 publications par an, au périmètre mairie pour savoir ce qu'est une publication. Et en fait, ces 10 000 publications sont signées par, en fait, 6 600 médecins. Ce qui signifie que la moitié des médecins qui travaillent à la PHP ont signé en 2022 au moins un article publié. Et cela veut dire aussi que nos HU, qui sont à peu près
2900 représente en réalité une petite moitié des publications, même si nous savons tous qu'ils publient en moyenne beaucoup plus que les PH et que leur impact factor est évidemment beaucoup plus important. Mais enfin, ça signifie que voilà, la recherche, c'est l'affaire DHU, mais c'est l'affaire aussi de l'ensemble des médecins. Et quand on y regarde bien, c'est aussi un élément qui intéresse les non-médecins, je rappelle les personnels non médicaux, que ce soit les cadres et aussi les paramédicaux. Donc la question, elle se déplace évidemment, et je crois que c'était ça le sens de la commande, entre guillemets, c'est pas tant de savoir si la recherche est attractive, mais de savoir comment faire en sorte qu'on puisse faire de la recherche dans des conditions attractives dans nos structures. Et cela renvoie, je pense, à 3 points, 3 questions, 3 dimensions. C'est avoir le temps de faire de la recherche, avoir les moyens de faire de la recherche, en dehors même du temps disponible qu'on peut y consacrer, et de pouvoir faire cette recherche dans un environnement juridique de procédure qui soit plus simple, plus fluide, plus rapide possible. Je voudrais juste reprendre rapidement ces trois thèmes. D'abord, avoir le temps, et c'est probablement, disons-nous, aujourd'hui le sujet le plus critique. Parce que le temps est de plus en plus rare, parce que tout s'est densifié, parce que le soin s'est densifié, que la charge qui pèse sur le médecin soignant s'est densifiée, parce que nos patients sont plus lourds, parce que les DMS sont plus réduites, et que quand les DMS sont plus réduites, il y a plus de temps à consacrer à tout ce qui est admission et sortie, parce que les parcours sont plus complexes. La recherche elle-même s'est densifiée, on y reviendra, parce que les exigences juridiques et procédurales de sa manière sont plus lourdes dans la conduite des projets. Et enfin, l'enseignement s'est densifié parce que le nombre d'étudiants à encadrer est plus important. La ressource médicale, elle, n'est pas exponentielle, elle est plutôt rare, contrainte. Le temps est rare et l'acceptabilité de devoir travailler 80 heures par semaine n'est plus la même qu'il y a quelques décennies, et y compris dans cette période entre 30 et 40 ans où il faut être sur tous les fronts jusqu'à la nomination ultime comme PUPH. 3 pistes qui ne sont que des pistes et qui reprennent pour la première, la plateforme est l'une des 10 propositions. Je crois en effet qu'il est très important de pouvoir, dans des projets de service qui vont dans le détail, pouvoir clairement identifier les temps dédiés par les différents membres de l'équipe médicale, mettre de la transparence et de la précision. C'est un exercice managérial que tous les services, à la paix et je ne sais ailleurs, n'ont pas encore conduit. Deuxième élément, créer des dispositifs ad hoc permettant de libérer du temps pour un projet de recherche sur des durées d'1 à 2 années. Et là, je pense évidemment aux praticiens hospitaliers qui ont une forte appétence. Et ce type de dispositif, nous l'avons mis en place à la paix avec cette année 24, 20 postes, puis ce sera 30 postes en 2025. C'est aussi une manière de donner envie d'aller plus loin et de pouvoir ensuite orienter des médecins vers une carrière hospitalo-universitaire. Et enfin, je pense que, mais c'est un travail et une réflexion de plus longue haleine, qu'il faut évidemment réfléchir à un meilleur équilibre dans l'intensité de l'engagement qui est demandé aux médecins, aux jeunes médecins, aux moins jeunes médecins, entre les différentes phases de la carrière. Le deuxième enjeu, ce sont les moyens financiers, d'infrastructure, les moyens humains autour des chercheurs. Les CHU, je le dis, ne sont pas uniquement des lieux où on fait de la recherche, ce sont aussi des structures qui investissent dans la recherche. J'ai rappelé à l'instant la part prise par les praticiens hospitaliers, mais en plus des personnels médicaux et non médicaux soignants, à la paix, ce sont 2200 personnes qui évoluent sur des fonctions d'appui à la recherche. C'est aussi un investissement que nous avons porté seul, sans financement externe, pour la mise en place d'un entrepôt des données de santé, 40 millions d'euros sur les dernières années, autofinancé par la PHP. Et bien sûr, rappeler ces chiffres n'est pas dire qu'on s'en contente. Je pense qu'il y a besoin de pouvoir investir encore, et cela nous a conduit, comme d'autres structures, à créer un intéressement recherche qui sera réévoqué ensuite par d'autres orateurs, qui représentait 10 millions d'euros en 2022, que nous avons doublé en 2023 à 20 millions d'euros, et qui progressera encore de 20%
en 2024. Je crois que ce sujet de l'intéressement recherche est incontestablement un levier sur lequel nous devons jouer davantage. Il y a plein de manières de faire, de construire, de concevoir, de faire évoluer ces dispositifs. Moi, je ne crois pas à un modèle unique. Chaque CHU doit trouver le sien. Je crois que ce qui est important, c'est que ce soit des montants, entre guillemets, significatifs et surtout des montants dont la progression soit dynamique à mesure de la dynamique du CHU et la dynamique de la dotation socle mairie. À la PHP, par exemple, 50% de la progression de la dotation socle viendra au fil des années, abonder ce dispositif d'intéressement recherche avec deux principes. Soutenir les équipes plutôt que les projets. Donc on n'est pas dans des logiques d'appel à projet, mais on redistribue des financements sur les équipes. Et enfin, on met une priorité sur l'inclusion, parce que c'est, à nos yeux, le nerf de la guerre. Et enfin, un choix, c'est que les règles d'utilisation de cet intéressement soient les plus souples, les plus larges possibles et permettent notamment, ce qui n'était pas le cas, de recruter des personnels et notamment des techs. Troisième enjeu, la simplification, l'accélération. L'une des choses qui m'a le plus frappé en prenant mes fonctions il y a 1 an et demi à la paix, c'est à quel point ce sujet de la complexité, de la lenteur, qui est un sujet global dans nos organisations hospitalières, s'exprime de manière encore plus aiguë s'agissant des projets de recherche, avec ce sentiment que les projets mettent des années chez nous quand ils mettent des mois parfois dans les pays voisins européens. Et nous avons pris ce sujet à bras-le-corps avec la DRCI de la paix, d'abord en allant au contact des investigateurs pour identifier les sujets, décortiquer, comprendre. Ensuite, en produisant un document de diagnostic et d'orientation et de proposition qui est venu décomposer autour de 11 thématiques tous ces sujets qui vont de l'autorisation des projets à la contractualisation, au sujet de valorisation, évidemment, sans oublier le sujet de l'accès aux données. Et après 4 mois d'un travail de concertation, de contribution, nous avons atterri à un plan d'action de 101 actions. Ça fait beaucoup, 101 actions, mais c'est 101 actions très concrètes qui concernent chaque étape de la recherche, y compris aussi une fois l'étude autorisée, avec des avancées intéressantes, comme par exemple la possibilité d'ouvrir des centres d'inclusion à distance, ou plus de déconcentration au niveau de nos URC dans l'instruction et la finalisation des projets. Cet enjeu de simplification, il nous incombe de pouvoir y répondre sur nos propres procédures, mais il renvoie aussi à des sujets exogènes à nos structures, et je voudrais en mentionner 2 en m'orientant vers ma conclusion. Premier sujet, c'est le fait que nos équipes, en fait, vivent et travaillent à cheval sur plusieurs structures, hospitalières, universitaires, ONR. Didier Samuel préside l'INSERM et on a énormément de... Quand j'adresse moi un mail à un CHU, j'ai le choix entre son adresse à PHP, son adresse INSERM, son adresse universitaire. Ça traduit cette réalité. Mais pour autant, nous n'avons pas été jusqu'à présent capables de créer entre ces structures des cadres juridiques simplifiés pour permettre des partages de données, des partages de droits intellectuels, sans en passer chaque fois par des négociations un peu longues et des contractualisations un peu lourdes, et qui aujourd'hui sont notre quotidien et expliquent souvent beaucoup de nos délais. Et puisqu'il est question, et je crois que c'est très juste, de revivifier cette notion de site et cette notion de politique de site, ma conviction, c'est que le levier le plus attendu et le plus efficace pour le faire sera, pour lui donner corps, de prendre le sujet sous l'angle de la simplification des projets pour nos équipes. Le deuxième exemple que je voudrais mentionner en termes d'éléments exogènes, c'est la question évidemment des données et des data, au sens des conditions juridiques de leur collecte, modalité de recueil des consentements, de leur utilisation secondaire, qui est aujourd'hui pour moi un sujet clé et un sujet de blocage très souvent, des questions de transfert entre pays européens et évidemment de la clarification
du sujet de l'hébergement dans des conditions qui soient RGPD compatibles. Et disons, pour aller vite, très simplement que sur ces sujets, nous avons besoin d'une adaptation du cadre juridique national et j'espère très vivement que la mission qui a été conduite par Jérôme Marchand-Harvier, qui va être remise rapidement, aboutira à des éléments d'évolution à la fois du cadre législatif et de la doctrine de la CNIL. Voilà. Je conclus juste en vous disant que quand j'ai pris, moi, mes fonctions à la paix en juillet 2022, mon sujet numéro 1, ce n'était pas, pour être très clair, les conditions dans lesquelles les HU font de la recherche, c'était fondamentalement une crise RH massive qui affecte d'abord le paramédical et qui s'est traduite à la paix peut-être un peu plus encore qu'ailleurs par une perte capacitaire massive. On a perdu à peu près 10% de nos lits en 3 ans. Et c'est vrai que depuis lors, on s'est beaucoup focalisé sur ce sujet et on essaye, comme d'autres, de remonter doucement la pente et on commence un tout petit peu à la remonter d'ailleurs. Mais disant ça, ma conviction absolue, c'est que le sujet dont nous parlons aujourd'hui, en fait, c'est le sujet de demain. Et que ce sujet des paramédicaux, avec des leviers, puisque c'est le thème que nous utilisons à la paix, que nous pourrons et que nous allons mobiliser dans la durée, moi, ma conviction, c'est qu'on va y arriver. Et qu'en revanche, ce sujet de l'attractivité pour nos médecins, de l'exercice à l'hôpital public et dans nos structures est un sujet clé et qui justifie pleinement à la fois que nous mettions au cœur de ces assises et que les CHU soient demain mieux reconnus et plus soutenus dans cette mission qui est la leur. Merci à tous et je m'excuse parce qu'il faut en effet que je me sauve et je ne pourrai pas participer au débat. Merci infiniment. Merci à vous. J'ai le plaisir d'appeler Valérie Hugo, qui est hématologue, présidente de la section d'hématologie et qui va donc nous parler d'un sujet qui est important, qui est comment la recherche peut rendre le CHU attractif. Donc Valérie, tu as la parole pour une... Merci Bertrand. Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci d'abord aux organisateurs et aux différentes conférences de m'avoir invité à présenter. Alors, je veux bien... Voilà. La commande était celle-ci, comment est-ce que la recherche peut rendre le CHU attractif? Alors je vous rassure tout de suite, la réponse va être oui, et puis ce que j'ai décidé de faire avec quelques collègues, parce que ce topo je ne l'ai pas préparé toute seule, c'est de partir du terrain, de partir de retours d'expérience et d'essayer de compléter un peu des choses qu'on sait tous et qui ont même déjà été présentées. Cette diapositive, elle est que personnelle, ou pour les 3-4 personnes qui me connaissent, en fait, c'est une diapositive qui me rappelle mon premier patron, au tout début de mon internat, et qui, dans tous les staffs, on n'avait pas inventé la recherche translationnelle, nous disait, si vous ne vous retournez pas sur un rhinocéros à 3 cornes, vous n'avez rien à faire dans mon service, et puis vous ne serez pas du bon soin, puis vous ne ferez pas de la recherche. Donc c'est des choses qui sont restées. Cette deuxième diapositive sont mes liens d'intérêt, parce que, pour expliquer pourquoi je suis là, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait un parcours comme beaucoup ici dans cette salle, avec un internat à l'époque où les universités à Paris avaient un numéro, où les unités INSERM avaient 3 chiffres. Je suis partie à Brest, où j'ai été nommée MCUPH puis PUPH, et puis je travaille maintenant au CHU d'Angers. J'ai toujours émargé à une unité INSERM, et c'est vraiment dans les unités INSERM que j'ai connu mes plus grandes satisfactions en recherche, parce que mon métier était construit autour de ça. Je travaille sur des leucémies chroniques, et sans rentrer du tout dans les détails, c'est parce que j'ai travaillé sur ces sujets que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on structure, qu'il fallait qu'on travaille ensemble, qu'il fallait faire de la collaboration, qu'il fallait faire des biobanques. C'est sans doute ce qui m'a amené à travailler ensuite à la Société française d'hématologie aux affaires scientifiques et de m'occuper aujourd'hui du CNU et d'avoir été promu VP Recherche il y a quelques années au CHU d'Angers. À ce titre, je travaille maintenant beaucoup avec le CNCR. Alors, j'ai beau connaître un certain nombre de choses en recherche, je connais quand même que ce que j'ai vu fait dans mes missions diverses. Et donc, j'ai voulu mettre en place un groupe de travail, et je remercie ici tout de suite, au début du topo, les gens qui m'ont aidé. Beaucoup de ces collègues, je ne les connaissais pas, parce qu'autant je connaissais bien Bertrand Godot et ce qu'on a pu faire autour du bureau de la conférence. Je remercie Catherine Creusot-Garchet qui m'a aidé. J'avais besoin aussi de spécialités concurrentielles avec le privé, on va y revenir.
Certains collègues VP Recherche ont été particulièrement impliqués, ainsi que donc Karima Senoun et Alain Merca qui vont parler plus tard. Mais vous avez ici donc les noms de gens que je ne connaissais pas et avec lesquels j'ai travaillé parce qu'ils m'ont été recommandés de façon... voilà, je voulais des représentants de différentes spécialités. Ce sont souvent des collègues impliqués dans leur discipline à différents niveaux. Alors pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche quand on est jeune, puis moins jeune, hospitalo-universitaire? C'est sans doute pas par devoir ni pour l'argent. C'est peut-être pour le pouvoir, mais ça se voit pas tout de suite. Et en fait, c'est surtout parce qu'on est curieux, et je reviens à mon histoire de rhinocéros. Quand on grandit, on se dit que c'est pas mal de contribuer au progrès des connaissances, et ça a été dit, ça va contribuer à justifier le bon soin, et puis plus tard, ça va sans doute entraîner une forme de reconnaissance, au moins individuelle par les pairs, puisqu'on reste souvent dans nos thématiques. Ce que l'on sait, je ne vais pas non plus le dérouler très très longuement, mais moi je suis reparti de 2 ou 3 points. Souvenez-vous, dans l'enquête APHU qui a été publiée cette année, qui a 2 ans, en fait la recherche est la première chose qui sort quand on demande aux HU sur quoi vous manquez de ressources, au sens large, temps, argent, personnel, c'est la recherche qui sort. Et 70% des gens interrogés sur plusieurs milliers de collègues ont dit « j'aimerais faire plus de recherche ». Le Ségur Attractivité, ça va être redéveloppé dans un autre topo, notamment par Aurélie Dutane, qui est MCUPH en dermato à Montpellier, donc je vais pas insister. Et puis les disciplines s'intéressent aussi à comprendre ce qui se passe dans leur discipline, et là j'ai mis un exemple des urgentistes du Grand Ouest qui ont fait une enquête auprès de 200 collègues pour se demander pourquoi on irait ou n'irait pas faire une recherche académique et éventuellement une carrière hospitalo-universitaire. En fait, ce qui ressort, c'est que pour avoir envie de faire de la recherche, il faut avoir été formé à la recherche. Ça paraît bête, mais ça sort très clairement. Et donc, il faut, dès les plus premières étapes, s'intéresser à la recherche et à culturer à la recherche. Alors, c'est comme ça que j'ai construit avec les collègues dont j'ai déjà parlé le topo. Finalement, au tout début, je parle beaucoup des médecins, mais ça concerne toutes les professions de santé, évidemment, pharmaciens, paramédicaux... Il faut acculturer à la recherche. Dès qu'on arrive en recherche, dès qu'on arrive à l'université, il faut acculturer, il faut expliquer le paysage. Il faut sans doute, et beaucoup d'UFR le font, favoriser le Master 1, le rendre quasi systématique ou obligatoire. Il faut accueillir les jeunes, il faut déstresser, il faut donner envie. Dans toutes mes diapositives, vous allez voir, je mets le rôle de la structure. La structure, ce n'est pas forcément le CHU, c'est la structure. Ce sont les directeurs, c'est l'INSERM, ce sont les VP, ce sont les coordonnateurs de DRCI, qu'ils soient administratifs ou médicaux. C'est la structure. Il faut qu'on présente le paysage recherche. Les gens ne connaissent pas, même les internes, quand on les accueille, on voit qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est déjà trop tard. Une fois qu'on a un peu mis les choses en place, il faut encourager. Il faut encourager parce que pour moi, la première difficulté, enfin pareil, je dis pour moi, pour nous, elle est souvent, il y a même une forme d'autocensure. Non mais attendez, j'ai pas le temps, mais je vais pas savoir faire, et regarde les aînés. Non mais attendez, moi je sais pas en fait. Donc il y a une autocensure, il y a un frein psychologique. Vous vous rendez compte, vous dépensez de l'argent. Moi je vais pas demander de l'argent. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il faut accompagner les gens depuis le début de leur parcours que je mets à peu près au M2, là, tel que j'en suis là. Et finalement, parler de compagnonnage recherche, c'est très important. On apprend de celui qui est juste au-dessus, en recherche comme dans le soin. Et ça nous a paru quelque chose de très très important. On sent que les gens qui font de la recherche sont des gens qui ont croisé des gens qui faisaient de la recherche et qui les ont accueillis avec bienveillance. C'est très très important. Et pas juste en disant « fais ma consultation parce que moi j'ai un article à écrire ». Ça, on l'a entendu aussi, hein, toujours. Il faut apprendre l'échec quand on fait de la recherche. Parce qu'en fait, dans le soin, on n'apprend pas forcément l'échec. En tout cas, c'est pas le sujet. Dans la recherche, on apprend l'échec. On apprend que même si l'hypothèse était bonne, elle ne se vérifie pas toujours. Même, on apprend que les manips, ça ne marche pas. On fait des fois 6 mois de stage et puis ça ne marche pas. Bref, le rôle de la structure, chez hématologue, c'est qu'on va sélectionner des clones résistants à tout ça. Et donc, il faut mettre en place un micro-environnement supportant les clones résistants. Il faut simplifier. Je vais aller vite, ça a été déjà dit 3 fois. Il faut simplifier à tous les étages. Là aussi, quand on discute avec des collègues, juniors ou seniors, qu'est-ce que c'est compliqué de faire de la recherche? J'ai une idée, et entre l'idée et le moment où je vais pouvoir commencer, quel que soit le niveau de l'importance de l'étude, qu'est-ce que c'est compliqué? Donc, il faut nous aider, il faut que nous, tous, collectivement, on puisse simplifier. Ça a été largement dit, je crois qu'on partage. Il faut que le législateur nous aide et donc il faut que collectivement nous identifions ce sur quoi il faudrait un peu décélérer en termes de réglementaire. Ça a été aussi dit notamment sur les cohortes, les biocollections, les entrepôts de données, mais sur plein d'autres choses. Une fois qu'on fait vraiment de la recherche,
quel que soit le niveau, il faut sanctuariser. Ça aussi, ça a déjà été dit, donc je réinvente rien, j'ai un peu l'impression de vous raconter des choses qui ont déjà été dites, mais je vous le dis du côté, encore une fois, de ce qui est remonté par des gens à peine nommés, hein, des jeunes MCU, des jeunes PU. Évidemment, les difficultés familiales, j'ai lu les textes des conférences, tout ça est parfaitement identifié. Je vais juste me permettre quelque chose, ça ne concerne pas que les femmes. Les garçons aussi veulent voir grandir leurs enfants. Il y a un vrai sujet. On ne peut pas effectivement demander à travailler comme on le faisait aujourd'hui, comme on l'a fait, hein, comme je l'ai fait, comme sans doute beaucoup ici l'ont fait. On ne peut plus passer les mêmes temps. Donc il faut trouver des organisations qui permettent la vie familiale. Ce qui m'a été remonté aussi par des collègues jeunes, c'est la difficulté professionnelle au sein d'un service. C'est pas facile d'être le seul HU ou PH, peu importe, d'être le seul qui fait vraiment de la recherche dans une équipe de 10-15 PH. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait dans son bureau en train de mouliner des stats. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait quand on va au labo. T'es jamais là de toute façon. Bon, donc c'est pas facile. On dit on va contractualiser sur un mi-temps. Oui d'accord, mais on fait quoi pour la réunion de service qui va être mise un jour où on est censé être au labo? C'est compliqué. Et le recherche bashing, c'est pas de moi non plus. C'est quelqu'un qui m'a dit, moi, de temps en temps, j'en ai marre, c'est du recherche bashing. Je suis en permanence en train de me justifier, d'essayer de faire quelque chose. Donc c'est pas facile. Donc il faut que la structure, à nouveau, soit convaincue, on l'est. Donc il faut qu'on dise, qu'on répète en permanence que la recherche fait partie intégrante du travail à l'hôpital et qu'elle est indissociable du juste soin. J'ai eu la chance de travailler avec un président de la CME qui a parlé de recherche à toutes les CME, et je pense que c'était vraiment quelque chose de très important. On est un peu plus grand là, il faut accompagner. On va partir en mobilité, il faut accompagner. Je vais y revenir, c'est fait de plus en plus, mais il faut encore accompagner quand même. Les mobilités, il y a des sujets, on y reviendra peut-être. Il y a un sujet qui est sorti, qui n'était pas évident pour moi, c'est l'aide au retour. Je crois, M. Samuel, vous avez parlé du Welcome Package à l'INSERM. Ben, en fait, c'est sorti aussi côté CHU. C'est-à-dire que quand on revient de 2 ans en Amérique, au Canada, je ne sais où, c'est pas facile. Hein. On rentre, on passe un concours, on révise ses leçons, on passe le CNU, on est nommé. Puis d'un seul coup, on vous demande plein d'autres trucs et on ne vous demande pas si en fait, ça va aller pour réimplémenter votre recherche, pour la poursuivre à un bon niveau. Un collègue qui travaille au Canada nous a dit, mais moi, quand il est parti au Canada, et puis il nous a dit, mais en fait, après, les gens m'ont dit, mais vous êtes fous en France. Vous mettez 15 ans à former quelqu'un d'aussi compétent dans son domaine, et quand il revient, ben en fait, vous le surchargez de plein de choses, vous ne vous demandez pas si ça va bien se passer pour réimplémenter les choses. Donc je pense que c'est très important, je vais parler d'excellence à la dernière diapo, et je pense que si on veut rester excellent, parce que les gens sont excellents à ce niveau-là, il faut les accompagner avec ce retour. Ce sujet avait été évoqué dans des rapports, je le rappelle ici, mais je ne suis pas sûr que collectivement, en tout cas certains endroits l'ont fait, mais collectivement, je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait assez. Bon voilà, on est senior, on peut commencer, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question, on est nommé, il y a 1 an, 2 ans, ça y est, on est bon dans son domaine, c'est le moment des grandes aventures internationales, c'est le moment où on ne partage plus les résultats avec le co-interne de l'équipe de recherche, c'est le moment où on partage ses résultats avec le collègue qui est à Hambourg ou à New York, c'est le moment où on est invité pour des conférences, c'est le moment où le PUPH, pour parler que de lui, hein, je parle de côté CHU, il n'est pas toujours beaucoup à l'hôpital, mais en fait il travaille. Il faut que la structure ait une politique de site. C'est en fait un moment où le niveau d'exigence du collègue qui est arrivé là, il est important. La structure a le droit, il y a des droits et devoirs. Alors vous voyez, j'ai mis un objectif, l'excellence, une responsabilité, faire école. Ça me paraît important, parce que c'est droits et devoirs, hein, des deux côtés. La structure doit veiller évidemment à ne pas surcharger en charge administrative et transversale trop tôt, et doit aussi veiller, mais ça revient un petit peu avec le package retour, aux moyens en général de faire la recherche en termes de personnel et de masse critique au sens large. Alors une fois que j'ai dit tout ça, que vous saviez sans doute, je voudrais dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans nos établissements par nos prédécesseurs, par les directeurs de la recherche, soutenus par leurs directeurs généraux, soutenus par sans doute les VP et les organisations locales de la recherche. Et ça, vous voyez, c'est une heatmap qui correspond un petit peu c'est le résultat macro d'une enquête qu'on a fait entre nous là, sur les VP recherche. On s'est rendu compte que finalement, et je vais juste montrer quelques points, il n'y a plus de sujets dans certains domaines. Tous les CHU soutiennent des appels d'offres jeunes chercheurs, soutiennent des publications scientifiques, enfin la rédaction de publications. Par contre, il y a des gens qui ont trouvé, on a parlé des PH tout à l'heure, il y a un certain nombre de CHU, vous voyez, qu'on fait des appels d'offres dédiés, je préfère dédiés que réservés, mais aux praticiens. Il y a des CHU qui commencent à faire des appels d'offres, on est dans la simplification sur les cohortes existantes ou les biocollections existantes. Ça paraît des pistes intéressantes, parce qu'en fait, le réglementaire est déjà fait.
Idem sur les mobilités, le soutien à la mobilité, le soutien au départ, c'est à peu près fait partout maintenant. Par contre, les échanges, le retour d'expérience, l'accueil, là, on disait le retour, le comment ça se passe, et le soutien au retour, c'est embryonnaire, peut-être quelque chose à creuser. Donc voilà, j'ai presque fini. En fait, je vais essayer de vous convaincre que si on met chacun, et ça a été dit aussi, si on met chacun en œuvre ces différents points avec nos acteurs dans nos sites, en fonction de la taille et de nos particularités de site, peut-être qu'on peut arriver à faire quelque chose qui va réenclencher un cercle vertueux, parce que s'il y a bien une chose dont je suis convaincu, c'est que le vivier, il est là. Nos étudiants, ils sont pas moins bons ou moins envie de travailler que nous. Ils sont tout aussi curieux. Donc si on réenclenche quelque chose, et notamment, on a un sujet, j'aurais dû le dire juste avant, on n'est pas très bon collectivement en communication. Les plus jeunes, et quelquefois les un peu plus vieux, connaissent pas bien même ce qui est fait dans leur propre institution ou dans le paysage. Donc c'est un vrai sujet d'inquiétude pour moi. Et donc finalement, on peut imaginer remettre peut-être pas l'église, mais au moins la recherche au centre du village. Et puis voilà, c'est ma diapo de conclusion. C'est une diapo que je montre en fait toujours, cette image de Mordillo que j'aime bien, je la montre dans la fin de mes cours de master depuis déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, je l'illustre avec son autorisation, avec une phrase de Claire Mathieu qui m'a dit aux États-Unis, j'ai appris qu'en fait, un bon labo, c'est un labo qui est meilleur que la somme des individus qui le composent. Et je pense qu'on peut le décliner pour toute équipe de recherche. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors on a, je pense, le temps pour deux, trois questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite Je veux bien dire un mot sur l'organisation du temps dans les services, et vous avez parlé de recherche bashing, et c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en France, on a fait un modèle où, en effet, on doit être partout en même temps, ce que j'appelle tout le monde sur le pont toujours. En Grande-Bretagne, on peut critiquer, mais en Grande-Bretagne, ils savent mettre, il y a des temps on, il y a des temps off. Alors qu'en France, et c'est là où on doit, c'est pas seulement les institutions, mais c'est aussi la responsabilité des chefs de service, des doyens, des directeurs d'hôpitaux, de rappeler que l'organisation du temps de travail, il n'y a pas besoin que l'après-midi, il y ait tout le monde qui soit là. Et quand quelqu'un va une après-midi au labo ou une journée au labo, il ne doit pas se faire engueuler le lendemain en disant « t'étais où hier ?» Et c'est ça, cette mentalité, on doit la changer. Parce que sinon, en effet, on se fait décrocher. Quand vous voyez les Anglais, on les critique toujours, mais en ERC, ils en ont 3 fois plus que nous. Et c'est pas par hasard, parce qu'ils ont implémenté ça dans leur structure de pensée, dans l'organisation. Et donc, il faut qu'on trouve un modèle où on arrête de penser que tout le monde doit être toujours là, tous les jours. Et moi, j'ai eu des doctorants ou chirurgiens où le chef de service, au bout du 3e mois de thèse, appelait en disant « il faut qu'il revienne au bloc ». Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Et d'autre part, un dernier point, c'est aussi de faire tout ça pour devenir PUPH ou MCUPH. Ça ne doit certainement pas être une fin en soi. Il faut rappeler que les PUPH qu'on nomme, c'est ceux qui doivent former les jeunes de demain. Et donc c'est le début d'une nouvelle carrière. C'est-à-dire ils doivent être chefs d'équipe. Ils doivent être à la capacité de pouvoir entraîner les équipes et justement de pouvoir attirer des jeunes qui vont les suivre et qui vont travailler avec eux. Juste un point, je pense que je suis en accord avec ce que tu viens de dire, mais je modulerai en disant que la recherche bashing ne vient pas toujours des chefs de service. Elle vient parfois des équipes, elle vient parfois des non-universitaires qui ne comprennent pas effectivement le temps passé par des hospitalo-universitaires dans des activités qui ne sont pas du soin. Et là, je pense que là, il y a un vrai travail collectif, je suis d'accord avec toi, collectif, mais qui doit être un travail collectif. Et moi, j'ai vécu enfin dans mon équipe, effectivement, des praticiens hospitaliers excessivement compétents, vraiment acquis, mais qui ne comprenaient pas qu'un hospitalo-universitaire, effectivement, n'était pas là 1 ou 2 jours par semaine en disant pourquoi lui, il ne fait pas la consulte alors que nous, on fait la consulte. Donc cette répartition des tâches, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être modulé au plan collectif et non pas en imaginant que ça vient toujours de l'encadrement. Est-ce qu'il y a on a temps pour 1 ou 2 questions? Je pense qu'à ce moment-là, Manon va passer. Rémi Salomon. Oui, non, toujours sur le même sujet, je crois que c'est un petit peu ce qu'on a voulu mettre dans les propositions, dans les 10 propositions.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Bertrand, et Didier aussi, sur il y a parfois une incompréhension dans l'équipe de ce qui fait quoi. Et donc il y a besoin, je pense, de le faire. Ce qu'on a mis dans les 10 propositions, c'est qu'on a 10 contrats d'équipe, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'en tout cas, chacun sache dans l'équipe qui fait quoi. Et je pense qu'on peut tout à fait comprendre et il faut comprendre, c'est indispensable, que quelques-uns dans une équipe, 1 ou 2, ça dépend de la taille de l'équipe, ou un peu plus, aient du temps, mais vraiment du temps consacré à faire de la recherche. Et ça n'empêche que d'autres, pour ça il y a pu y avoir peut-être une incompréhension pour certains, que certains qui sont PH peuvent aussi avoir des missions universitaires. Mais c'est clair pour tout le monde, on sait qui fait quoi. Et ça, c'est vraiment le rôle du chef de service, je pense, de bien répartir les missions, qu'elles soient discutées et que ce soit clair pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Vous disiez tout à l'heure, il est dans son bureau, on ne sait pas ce qu'il fait, il a passé l'après-midi et on ne comprend pas ce qu'il fait. Mais s'il y a eu un moment où il y a eu un échange dans l'équipe pour savoir précisément ce que les unes et les uns font, je pense que c'est important. C'était un peu cette idée-là, cette notion de contrat d'équipe. Présentez-vous. Merci beaucoup, Karim Assenoun. Juste un mot, ce qu'on se dit là, comme ça je ne le dirai pas pendant mon topo, ça n'a pas de rapport, ça s'appelle le management, c'est la 4e mission. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on est en train de dire, ça s'apprend, on ne l'a pas appris dans nos différentes facultés. Et il est vrai que dans nos écosystèmes, moi je l'ai appris sur le tard, je me suis rendu compte en étant président de CME qu'il y a des situations humaines dans nos services qui sont parfois difficiles, aussi par le biais de ce que vous dites. Donc il faut absolument, je pense, inciter nos collègues à avoir cette formation managériale dès lors qu'on est en situation d'encadrer des hommes et des femmes dans le cadre d'une structure pour laquelle, oui, il y a un responsable. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup aimé votre dernière diapo. Je pense aussi que les appels de nos voeux à la simplification, il faut les mesurer avec des résultats. Et le schéma, il est valable pour le labo, mais je pense qu'il est valable pour les structures. Si on mettait INSERM, CHU, université, pour arriver à l'objectif, avec une obligation de résultat. Parce que sans obligation de résultat, à ce moment-là, chacun est dans son couloir de nage, et c'est plus compliqué d'y arriver. Merci beaucoup. Alors, merci Didier, merci à vous.